Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Le MPLA succède au MPLA. Sans surprise en Angola, le parti au pouvoir remporte les élections générales et c'est João Lourenço, ancien ministre de la Défense, qui succédera au président sortant José Eduardo dos Santos. Création d'une bourse des produits agricoles au Nigeria. Initiée par une start-up, ce projet souhaite soutenir le programme de diversification de l'économie initié par le gouvernement. Et puis vers la sécurisation du foncier rural en Côte d'Ivoire, cette volonté du gouvernement a pour but de mettre un terme au conflit foncier en terres ivoiriennes. Mais tout d'abord, en République démocratique du Congo, les élections des gouverneurs et vice-gouverneurs de 10 des 26 provinces que compte le pays ont lieu ce samedi 26 août 2017. La Commission électorale nationale indépendante a confirmé le scrutin, y compris dans le Haut-Katanga, où la Cour constitutionnelle avait pourtant réhabilité le gouverneur Jean-Claude Kazambé pour un vice dans la procédure de sa déchéance. Selon la CENI, cette décision d'organiser les élections, notamment dans cette province, n'est pas en contradiction avec la Cour constitutionnelle. Sans surprise en Angola, le MPLA, le parti au pouvoir, remporte les élections générales de ce mercredi 23 août. Selon les résultats provisoires, la formation au pouvoir a obtenu 64,57% des voix, loin devant l'UNITA, son principal rival, qui en obtient 24,04%, des chiffres contestés par l'opposition qui accuse la commission électorale de les avoir manipulés. Précision de Patricia Dubois. L'ancien ministre de la Défense, João Lourenço, élu président de l'Angola. Ainsi, en autorité, les Angolais à l'issue des élections générales du mercredi 23 août. Selon la Commission nationale électorale, le candidat du mouvement populaire pour la libération de l'Angola a remporté les élections générales disputées mercredi avec plus de 64% des suffrages contre l'UNITA et la Casa-CE. Ces deux principaux adversaires qui n'ont obtenu respectivement que 24% et 8,5% des voix. Une large victoire pour João Lourenço qui succédera donc à la tête du pays au président José Eduardo dos Santos. Le pays attend des changements, on va dire, au niveau économique, au niveau social et à tous les autres plans. Et ce qui ne va pas aujourd'hui, c'est tout à fait normal, c'est le parti au pouvoir depuis l'indépendance qui doit malheureusement porter cette responsabilité-là. Bien entendu, il y a une élection qui s'est faite, et c'est la démocratie, et c'est la voie de la démocratie qui va l'emporter. À l'état actuel des choses, il y a une victoire qui a été annoncée, qui, me semble-t-il, est en train d'être contestée par l'opposition et d'autres groupes de pression. Le pays aujourd'hui a du mal économiquement et surtout doit faire cette transition difficile mais nécessaire vers la diversification. De son côté, l'opposition a immédiatement contesté les résultats et la façon dont ils ont été publiés. Les deux partis accusent le régime d'avoir contraint de nombreux électeurs, notamment dans leur bastion, à voter dans des bureaux très éloignés de leur domicile. Ils ont aussi regretté d'avoir été largement privés d'accès aux médias publics. Nous avons des résultats différents de ceux annoncés par la Commission nationale électorale. Il est impossible que dans l'Angola d'aujourd'hui, le MPLA gagne dans toutes les provinces avec un tel écart. Après 38 ans de gouvernance, le parti de José Eduardo dos Santos reste au pouvoir avec João Lourenço désormais à sa tête. À 63 ans, le président élu entame donc son premier mandat jusqu'en 2022. Nouvelle trêve entre groupes armés au Mali afin de mener des réflexions devant aboutir à une application effective des accords d'Alger. Les groupes armés sont parvenus à un accord après de violents affrontements. En témoigne l'arrivée à Kidal du gouverneur nommé par l'État malien après 3 ans d'absence. Mokhtar Bari, Siam Victoria Sedji. Depuis 2 mois, des affrontements armés ont opposé les groupes armés que sont la plateforme et la coordination des mouvements de l'Azawad. Ces affrontements ont occasionné des pertes en vies humaines. La découverte de charniers dans le nord du pays témoigne de la gravité de la crise, d'où la recherche rapide d'une paix durable. C'est fort de cela que le gouvernement du Mali et des bonnes volontés comme l'influent président du Haut Conseil islamique ont entamé des négociations pour réconcilier les frères ennemis. Ce qui a abouti à la signature d'une trêve de 15 jours en présence des responsables de la médiation. Après une série de violents incidents qui ont eu pour conséquence d'abord déjà d'accentuer la souffrance des populations, après donc toute une série de pourparlers, de négociations, ils sont arrivés à une trêve. Donc on a un protocole d'entente pour dire qu'on va arrêter les hostilités. Et donc la communauté internationale, les gouvernements sont là aujourd'hui comme témoins. Donc nous avons paraphé, mais en tant que témoins. Et
Je les félicite encore au nom du gouvernement, comme je l'ai dit. Et nous espérons que cette fois-ci sera la bonne, que les armes vont définitivement se taire, comme les armes se sont tues entre le gouvernement et les mouvements. Signe de décrispation, l'arrivée à Kidal, fief de la CMA du gouverneur Mohamed Ag Ishrach, contribue considérablement à l'accalmie observée par les acteurs. Les deux parties signataires des accords d'Alger se disent prêtes pour le retour progressif de l'administration dans les plus brefs délais. Le sentiment que nous avons, c'est toujours le sentiment de la paix. Donc la paix, tout le monde sait que pour arriver, quitter les hostilités et aller vers la paix, on n'a qu'un sentiment de satisfaction, un sentiment que les choses vont avancer dans le sens positif et que nous espérons dans les semaines et dans les mois à venir, beaucoup de choses vont changer très rapidement, surtout dans le sens positif. Je pense que les choses vont avancer. La mise en œuvre de l'accord va avancer très rapidement durant ces derniers jours. C'est pour permettre aux populations de se déplacer, aux combattants de se déplacer mais sans armes, aux frères de se retrouver. Et comme vous le savez, vous l'avez compris, 15 jours, ça fera moins de morts, moins de veuves, moins d'orphelins, moins de blessés. Et c'est aussi un bénéfice. Après la mise en place des autorités intérimaires depuis le 20 avril 2017, la mise en place du mécanisme opérationnel conjoint tarde à voir le jour du fait des velléités des groupes armés. Les observateurs espèrent cette fois aboutir au retour définitif de l'administration dans le nord du Mali. Au Nigeria, une nouvelle bourse de produits agricoles verra bientôt le jour d'un coût estimé à 135 millions de dollars. Elle sera située aux environs de Benin City, dans le sud du pays, et devrait permettre à l'État de diversifier son économie. Deo Gracias Podo. Dans le but de soutenir le programme de diversification de l'économie initié par le gouvernement, une start-up nigérienne a engagé des pourparlers avec des investisseurs étrangers pour la mobilisation de fonds nécessaires au lancement d'une bourse des produits agricoles. L'idée est de réduire considérablement la dépendance du pays vis-à-vis du commerce des hydrocarbures. Estimé à près de 135 millions de dollars, le projet devrait voir le jour d'ici 2018 à Benin City, la capitale de l'État d'Edo, dans le sud du pays. Le projet vise à permettre aux agriculteurs de pouvoir vendre de façon optimale leur production. Ce centre de stockage sera facile d'accès pour les exportateurs et ces derniers n'auront plus besoin d'envoyer des agents récupérer les produits par petits lots auprès des agriculteurs. Confronté à d'importants défis économiques, le Nigeria tente d'augmenter ses investissements dans l'agriculture pour accroître les exportations et réduire les importations alimentaires qui lui ont coûté plus de 3 milliards de dollars en 2015. L'économie du plus grand producteur de pétrole en Afrique a été fortement touchée par la baisse de la production et les prix du brut sur le marché international. Ceci représente plus de 90% du revenu étranger et 2/3 des recettes publiques. En termes de perspective économique au Nigeria, la reprise économique normalement est envisagée pour 2017. Je pense qu'aujourd'hui, le Nigeria doit beaucoup se concentrer sur la production, mais en même temps avec le niveau d'industrialisation, parce que le Nigeria a toutes les capacités de pouvoir développer une industrie de transformation digne de ce nom. Cette croissance qui dépend de la rente pétrolière doit pouvoir être diversifiée pour aller vers les autres secteurs de l'économie, c'est-à-dire l'agriculture et éventuellement l'industrie. Dans son projet, la start-up Integrated Produce City prévoit la mise en place d'installations de stockage sur un site de plus de 100 hectares aménagés d'ici fin 2018. 20% des fonds nécessaires ont déjà été investis par la société. Il ne reste plus qu'à bénéficier de l'appui financier des investisseurs sud-africains, chinois et australiens, entre autres. Les conflits fonciers sont récurrents en Côte d'Ivoire du fait de la pression sur les terres agricoles. À l'indépendance, en 1960, le pays disposait de 16 millions d'hectares de forêt. Aujourd'hui, il n'en reste plus que 2 millions. Pour éviter les litiges, le gouvernement va procéder à la délimitation des terres afin de délivrer des certificats fonciers. Reportage de notre correspondant Olivier Conan. L'économie de la Côte d'Ivoire repose sur l'agriculture. Le pays est le premier producteur mondial de cacao et de noix de cajou. Le développement de l'agriculture exerce une forte pression sur les terres disponibles. Cela engendre malheureusement des conflits sur les terres arables. Ces conflits fonciers sont consécutifs à l'absence d'un cadastre rural permettant de délimiter avec précision les terres. Pour les chefs de village, il faut recourir au mécanisme traditionnel de règlement des litiges avant d'impliquer les autorités administratives et la justice. Nous essayons de convoquer généralement les deux familles et puis nous essayons de discuter. Et quelquefois, souvent, tout récemment, j'ai réglé un comme ça entre deux villages. J'essaie de partager, faire le partage.
voilà ta limite, l'autre voilà votre limite, et puis bon, ils s'entendent. La loi sur le foncier rural de 1998 et la Constitution de 2016 stipulent que seuls les nationaux peuvent être propriétaires des terres rurales. La Côte d'Ivoire compte plus de 26% d'étrangers. Beaucoup d'entre eux travaillent dans l'agriculture. La pression sur les terres engendre parfois des conflits fonciers avec les populations autochtones. Il ne faut pas faire semblant de faire un acte de vente en espérant que 10 ans après, vous allez redevenir propriétaire de ce que vous avez vendu. Que dans la cohabitation avec les allogènes, les immigrés, ils sachent raison garder. Le gouvernement a lancé des projets pilotes de délimitation des territoires villageois afin de pouvoir délivrer des certificats fonciers. Seuls 4% des terres sont immatriculées. Des campagnes de sensibilisation sont menées pour informer les populations sur leurs droits afin que la gestion et l'utilisation des terres ne soient plus source de conflits, mais plutôt de développement économique et social. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.